Bonjour, le vidéo suivant porte sur la cinématique de rotation. Notion préalable. Alors évidemment, on va parler de cinématique. Donc, parmi la notion préalable, on a juste se rappeler là, de l'utilisation et du fonctionnement des équations de la cinématique à accélération constante. Principalement, on en avait trois. Donc ici, l'équation de la vitesse. Donc la vitesse, c'est V0 plus A fois delta t. On avait l'équation de la position, donc avec le temps au carré, et l'équation du carré de la vitesse. Donc ce sont toutes des équations qui nous permettaient de relier position, vitesse, accélération entre deux événements. Donc, ou si vous voulez, une situation initiale et une situation finale. On n'utilisera pas explicitement ces équations-là aujourd'hui, mais vous allez voir qu'on va utiliser des formes qui y ressemblent beaucoup. Donc, juste se rappeler là, de ces trois équations-là. Il y a également la règle de Merton, que je n'ai pas réécrit ici, qu'on utilise moins souvent, mais qui nous ajoute une quatrième équation de la cinématique. Objectif, analyser la rotation d'un corps et la décrire avec des équations de la cinématique, évidemment appliquées à la rotation. Donc, au lieu d'étudier la translation, donc le déplacement le long d'un axe des X par exemple, on va étudier comment un objet tourne sur lui-même autour d'un axe de rotation. Un petit plan de la présentation parce qu'il y a quand même plusieurs nouvelles notions là-dedans. Elles ne sont pas nécessairement compliquées, mais plusieurs éléments nouveaux. Donc, montrer comment ça va être organisé. Donc, on va commencer avec quelques définitions. Donc, on va définir la position et déplacement angulaire. On va définir la vitesse angulaire. Et on va définir l'accélération angulaire. Une fois qu'on aura défini ces trois quantités-là, on va voir comment les interrelier à travers des équations de la cinématique. Et on va terminer avec un exemple. Commençons avec nos définitions. Alors, la position angulaire. Donc, la position angulaire θ, ça décrit la position d'un objet ou d'un point de repère sur cet objet-là qui décrit une trajectoire circulaire. Donc, ce qu'on va utiliser comme variable pour la position angulaire, c'est θ. Les unités, ben, θ, on peut l'exprimer en degrés, ou en radians, ou en tours, un ou l'autre. Évidemment, on va rappeler qu'on peut faire un lien entre les degrés, les radians ou les tours. Donc, si j'ai un tour, donc par exemple, si mon objet fait un tour complet sur une trajectoire circulaire, c'est équivalent à avoir parcouru 2π radians ou encore 360 degrés. Donc, cette relation-là est extrêmement importante. Hein? Donc, c'est un petit rappel, surtout cette partie-là ici. Un tour, c'est 2π radians. Donc, il faudrait être capable de passer facilement, convertir un nombre de tours en radians. Bon, un exemple de position angulaire. On a ici une éolienne et on étudie la position de la pale en gris. Donc, la pale grise que vous voyez ici. Donc, l'angle θ indique la position angulaire de la pale grise. Ici, la position angulaire, on voit qu'on a θ égale à 0. Donc, si on mesure notre angle par rapport à un axe des X, on voit qu'on a un angle de 0. Ici, on aura un angle θ1 mesuré par rapport toujours à notre axe des X. Et ici, on aura un angle θ2 si je le mesure toujours par rapport à l'axe des X. Donc, c'est vraiment la position, c'est l'angle d'un objet ou d'un point de repère mesuré par rapport à l'axe des X. Donc, évidemment, l'angle, c'est l'angle entre ces deux segments-là ici. Donc, les deux segments pointillés. Et on a une convention de signe, évidemment. Vous avez vu qu'on a mesuré un angle à partir d'un axe. Donc, la convention de signe, c'est que la position θ est mesurée par rapport à l'axe des X positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je m'en vais dans cette direction-là, donc ça c'est dans la direction anti-horaire, je vais avoir un signe positif pour mon angle. Et évidemment, si on va sous l'axe des X, on va lui donner un signe négatif à notre angle. Donc, habituellement, là, on va utiliser, si on va sous l'axe des X, donc par exemple, on est à moins 45 degrés, on va privilégier la notation ici avec moins 45 degrés plutôt qu'avec 315 degrés. Donc,
C'est vraiment ça ici, là, la convention. Si on mesure au-dessus de l'axe des X, plus. Si on mesure en dessous, négatif. Déplacement angulaire. Donc, c'est quoi? C'est une variation de la position angulaire. Donc, oui, on a des positions, mais là, la position peut varier. Je vous donne un exemple ici. Bien évidemment, une hélice d'éolienne, ça tourne. Alors, on constate ici, à un certain temps, donc ça, c'est notre premier événement. Donc, on a pris une photo, on a constaté que la position de la pale était à un angle θ1, et on prend une photo un petit peu plus tard, à un événement 2. Vous voyez, le temps a passé un petit peu. On constate que la position de la pale est maintenant à un angle θ2. Donc, on a une variation de position. On a dessiné les deux positions superposées ici, un petit peu comme si j'avais mis mes deux images une par-dessus l'autre, et on voit qu'on a une variation de la position angulaire. Alors, cette variation, tout simplement, c'est la différence entre les deux positions. Donc, le delta ici, c'est toujours utilisé pour variation de, et c'est toujours la quantité que j'ai observée le plus récemment, moins celle que j'ai observée il y a le plus longtemps. Donc ça, c'est la variation de position angulaire ou déplacement angulaire. Bon, un petit exemple ici. On a ces deux photos-là. Donc, quel est le déplacement angulaire? Bien, on voit qu'au début, on est à 0 degré et à la fin, on a fait un demi-tour. Donc, le delta θ, le déplacement angulaire, est de, on va le donner dans les trois façons. Donc, un demi-tour, c'est 180 degrés ou pi radian. Donc, on se rappelle que 1 tour, c'est 2 pi radians ou un demi-tour. Alors, je peux vraiment le donner avec les unités de mon choix. Donc, la pale en gris a fait un déplacement angulaire de 180 degrés ou pi radian ou un demi-tour. Maintenant, la vitesse angulaire. Bien, si la position angulaire varie, je peux définir une vitesse angulaire. Donc, la vitesse angulaire, si je prends par exemple la vitesse angulaire moyenne, donc comment je vais définir ça? Tout simplement, c'est la variation de position angulaire sur la variation de temps. Donc, combien ça a pris de temps pour changer de position? Exemple, sur une horloge, l'aiguille des secondes parcourt 2 pi radians en 60 secondes. Ça, c'est vraiment un exemple très de base. Donc, sur une horloge, la trotteuse, elle fait un tour complet à chaque minute. Donc, elle fait un tour complet de l'horloge en 1 minute ou 2 pi radians en 60 secondes. Quelle est sa vitesse angulaire? Donc, le déplacement angulaire est de 2 pi radians. Le temps, c'est 60 secondes. Donc, sa vitesse angulaire est donc 2 pi radians sur 60 secondes. Et ça me donne ici cette vitesse-là, vitesse angulaire moyenne de 0,105 radians par seconde. Donc, les unités de la vitesse angulaire, évidemment, sont des radians par seconde. Évidemment, ça va dans le sens anti-horaire, excusez-moi, direction horaire. Donc, l'aiguille tourne dans le sens horaire. Donc, selon notre convention, qui était celle-ci, donc anti-horaire positif, horaire négatif, on pourrait lui mettre un signe négatif pour la vitesse angulaire. Et on a une vitesse angulaire instantanée. Bien, je peux vous dire deux choses. Donc, la première, c'est que on va tout simplement l'appeler oméga, donc sans l'indice moyen qu'on a ici. Et évidemment, c'est la vitesse angulaire mesurée à un instant précis. Donc, votre trotteuse, elle peut tourner toujours à la même vitesse, ou des fois, il y en a qui vont par petits coups. Donc, à chaque seconde, on a un petit déplacement et l'aiguille s'arrête momentanément. Donc, pendant le moment où elle se déplace, ça se peut que sa vitesse angulaire instantanée soit plus grande que ça. Mais elle est arrêtée à certains moments, ce qui fait que sa vitesse moyenne nous donne ici 2 pi radians en 60 secondes. Mais la vitesse instantanée, c'est vraiment la vitesse que je mesure à un instant précis. À partir de maintenant, quand on va parler de vitesse angulaire, c'est à ceci qu'on va faire référence. L'accélération angulaire. Bien, si la vitesse angulaire varie, à ce moment-là, j'aurai une accélération angulaire. Donc, l'accélération angulaire moyenne, c'est la variation de vitesse angulaire sur la variation de temps. Exemple. On a un disque qui tourne à 20 radians par seconde dans la direction anti-horaire. Donc, la direction anti-horaire, c'est celle-ci. C'est une direction positive. 5 secondes plus tard, il tourne
dans la direction horaire à 30 radians par seconde. Donc, il a changé de direction. Direction horaire, signe négatif. L'accélération angulaire moyenne, en fait, l'accélération angulaire moyenne, donc c'est ceci, hein? Donc je prends ma variation de vitesse angulaire divisée par l'intervalle de temps. Donc, quelle est la vitesse angulaire que j'avais le plus récemment? Donc, c'est 30 radians par seconde en direction négative, moins celle que j'avais au départ, 20 radians par seconde en direction positive. Donc, ça me donne ceci. Accélération moyenne, moins 30 rads par seconde, moins 20, divisé par 5 secondes. Donc, lui est négatif, lui, il est positif, mais on le soustrait, parce que c'est une différence. On divise par le temps, l'intervalle de temps, 5 secondes, et j'ai donc ici moins 10 radians par seconde carré. Donc, les unités de l'accélération angulaire moyenne, ici, je vais juste le rajouter, sont des radians par seconde carré. Et l'accélération angulaire instantanée, c'est tout simplement alpha. Donc, à partir de maintenant, quand on va parler d'accélération angulaire, donc si je dis seulement accélération angulaire, ce à quoi on va référer, c'est à ceci. Nous, ce qu'on va considérer, c'est des situations où l'accélération est constante. Donc, finalement, c'est une distinction ici là, qui est peut-être superflue. L'accélération angulaire et l'accélération angulaire moyenne, là, sur un intervalle de temps. Donc, comme l'accélération, on va la considérer constante, on va pouvoir dire que ces deux quantités-là sont au final la même chose. Donc, quand on va parler juste d'accélération angulaire, on va référer à, en fait, ceci, qui est en radians par seconde carré. Donc, avec le symbole alpha. Si on fait un petit résumé des définitions, alors la position angulaire. Position angulaire ou déplacement, là, ok, donc ça ici, ça c'est les positions angulaires. Ça ici, c'est le déplacement. Et qu'on a mis les deux un petit peu dans la même colonne, là, parce que c'est les mêmes unités. Donc, déplacement angulaire, position angulaire. C'est en radians. Et c'est donné par θ ou delta θ si c'est un déplacement angulaire. Vitesse angulaire, c'est oméga. C'est en radians par seconde. Et l'accélération angulaire, c'est alpha. C'est en radians par seconde carré. Alors, voyons voir maintenant nos équations de la cinématique qui vont nous permettre de relier ces variables-là ensemble. Tout d'abord, un petit rappel sur la notion d'événement. Donc, des fois, on peut utiliser situation initiale, situation finale. Moi, je préfère utiliser la notion d'événement. Alors, c'est quoi le terme événement? Identifie un moment important ou tout changement pendant un mouvement. Donc, oui, une situation initiale, c'est un événement. Une situation finale, c'est un événement aussi. Mais il peut se passer des choses entre le début et la fin qu'on va identifier comme des événements. Donc, on les numérote à partir de 0. Donc, au départ, on a 0 et ça va jusqu'à 1, 2, 3, aussi loin qu'il faut. Comment on fait pour décrire un événement au niveau mathématique, au niveau physique du terme? La première chose, c'est en interprétant le texte, on va préciser pour chaque événement. Donc, chacun des événements qu'on a, si jamais c'est connu, on précise le temps auquel il se produit, la position angulaire de l'objet, si elle est connue, et la vitesse angulaire de l'objet, encore une fois, si c'est connu. Donc, si ces informations-là sont connues, il faut interpréter le texte. Des fois, ce ne sera pas dit de manière explicite. Des fois, il va falloir interpréter implicitement ce qui est donné dans le texte. On verra des exemples de ça. Mais on identifie ces valeurs numériques-là. Alors, préciser l'accélération angulaire de l'objet entre chaque événement. Pourquoi? C'est parce que l'accélération, contrainte donnée par l'accélération angulaire, c'est que l'accélération angulaire doit être constante entre les événements. Donc, un changement de l'accélération angulaire constitue un événement. Fait qu'on avait dit, il n'y a pas juste une situation initiale, situation finale. Si à un moment donné, on se met à freiner, ça constitue un événement parce que ça change l'accélération angulaire. Donc, ça constitue un événement et entre deux événements, donc l'accélération doit être constante entre les événements. Donc,
peut voir un événement comme une photo de la situation. Dans cette photo-là, on précise le temps, la position angulaire, la vitesse angulaire. Et entre chaque photo, on dit, ben, entre ces deux photos-là, j'avais une accélération angulaire constante qui était de temps. Et chose que je vous recommande, c'est de représenter ces éléments-là dans un schéma conceptuel. Un exemple, prenons une situation, on a une roue au repos qui démarre et accélère à 2 radians par seconde carrée pendant 10 secondes. Ensuite, elle maintient sa vitesse constante pendant 60 secondes. Comment je ferais pour décrire ça à partir des événements? Ben, la première chose, c'est que vous voyez qu'on n'a pas seulement une situation initiale et une situation finale. On va commencer par le début. On aurait un premier événement, notre événement 0, qui se produit ici. Bien, le temps n'est pas précisé, mais on va quand même supposer qu'on commence notre chronomètre à ce moment-là, donc t égale 0 secondes. Elle démarre du repos. Et donc, ce qu'on va préciser ici, c'est la position angulaire de départ et la vitesse angulaire de départ. Donc, vous remarquez que part du repos, ça nous dit que la position angulaire la vitesse angulaire, excusez-moi, la vitesse angulaire de départ est 0. Donc, ça, c'est parce qu'elle part du repos. Maintenant, il n'y a rien qui nous dit que sa position angulaire de départ est 0, mais ça, comme elle n'est pas précisée, on va supposer que c'est égal à 0, tout simplement pour simplifier notre problème. On a tout à fait le droit de dire que ça part à une position de 0 radian. Donc, elle accélère à 2 radians par seconde carrée. Donc, à partir de cet événement-là, j'ai une accélération angulaire de 2 radians par seconde carrée. Et ça dure 10 secondes. À 10 secondes, j'ai un changement d'accélération. Ça constitue donc un événement. Donc, entre deux événements, l'accélération est constante. Maintenant, je change d'accélération ici. Ça, c'est mon événement 1. Il se produit à 10 secondes parce que c'est l'intervalle de temps pendant lequel j'ai une accélération constante. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, je ne connais pas la position angulaire, je ne connais pas la vitesse angulaire non plus à cet événement-là. Donc, ça, c'est des valeurs inconnues. Je l'indique quand même, donc ça peut être une bonne idée d'indiquer que je ne le connais pas et d'indiquer par exemple un i quand une valeur est inconnue. Ensuite de ça, on maintient une vitesse constante. Donc, on n'a pas dit vitesse angulaire, mais c'est sous-entendu ici, là, que comme c'est en rotation, c'est une vitesse angulaire, pendant 60 secondes. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai une accélération angulaire qui est de 0. Et pendant 60 secondes, donc ça ici, là, cette phase-là, elle dure 60 secondes. Donc, sur mon chronomètre, je me ramasse à mon événement 2 à être à un temps de 70 secondes parce que cette accélération-là a duré pendant 60 secondes. J'étais déjà à 10 secondes ici. Et qu'est-ce qu'on a? Bien, évidemment, notre position angulaire 2 est toujours inconnue. La vitesse angulaire 2, bien, j'ai dit qu'elle était égale à celle que j'avais à cet événement-là parce que j'ai une accélération angulaire qui est 0. Donc, je n'ai aucun changement de vitesse angulaire. Fait que, oui, c'est une valeur inconnue, mais j'ai au moins ici précisé là, que ces deux valeurs-là étaient des valeurs égales. Donc, ça, c'est une manière de représenter dans un schéma conceptuel. Et pour calculer les valeurs inconnues, donc j'ai plusieurs inconnus là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va définir les variables qu'on va utiliser dans nos équations. Alors, on va commencer avec θ 0 et oméga 0, donc la position et la vitesse d'un objet à un événement 0. Bon, je n'ai pas mis angulaire à chaque fois, là, question d'alléger un petit peu, mais on comprend que c'est des positions et des vitesses angulaires. θ 1 et oméga 1, la position et la vitesse d'un objet à l'événement E1, toujours des valeurs angulaires. T, l'intervalle de temps écoulé entre les événements, bien important. Ce n'est pas le temps absolu, c'est l'intervalle de temps entre des événements. Et alpha, l'accélération constante de l'objet entre deux événements. Donc, vous devez absolument avoir une accélération constante pour utiliser ces équations-là. Donc, comment ça se représenterait là? Donc, j'ai ici à mon événement 0, vous voyez, θ 0, oméga 0. J'ai mon événement 1. θ 1, oméga 1, j'ai mon accélération. Et donc, t, c'est t1 moins t0.
D'accord? Donc, au lieu d'utiliser le delta t, c'est la même chose, là. Au lieu d'utiliser le delta t dans les équations, j'utilise seulement le t pour alléger un peu les équations, mais c'est un intervalle de temps. Donc, nos 4 équations de la cinématique de rotation, bien, vous allez sans doute reconnaître des formes d'équations que vous connaissez. J'ai l'équation de la vitesse, évidemment angulaire. Donc, oméga 1 égale oméga 0 plus alpha fois t. Alors, vous remarquez qu'il y a une similitude avec cette équation-là. Donc, v égale v0 plus a fois t. Et on a une variable absente qui est le déplacement angulaire. La règle de Merton, θ1 égale θ0 plus 1 demi oméga 0 plus oméga 1 fois t. La variable absente, c'est l'accélération. Donc, je ne réécrirai pas à chaque fois l'équivalent en translation, mais on voit encore une fois qu'on a une forme qui est très semblable à une équation, la règle de Merton en cinématique de translation. Équation de la position, donc c'est celle-ci, θ1, θ0 plus oméga 0t plus 1 demi alpha t carré. La variable qui est absente, c'est la vitesse oméga 1, donc la vitesse finale si on veut. Et l'équation du carré de la vitesse, donc oméga 1 carré égale oméga 0 carré plus 2 alpha delta θ. Et la variable absente, c'est le temps. Donc, la méthode de résolution que je vous propose d'utiliser est la suivante. Vous allez identifier les événements et le temps auquel ils se produisent. Pour chaque événement, indiquez les valeurs connues de position et de vitesse pour l'objet. Évidemment, on parle de position et de vitesse angulaire. Entre chaque événement, indiquez l'accélération angulaire de l'objet si elle est connue. Identifiez les valeurs inconnues à calculer, par exemple par des chiffres entre crochets ou simplement avec la lettre I. Et reliez deux événements par une des équations de la cinématique pour calculer les valeurs inconnues. Et comment choisir parmi vos 4 équations? Le truc que je vous donne est le suivant. Choisissez en fonction de la variable qui en est absente. Donc, c'est une inconnue qu'on ne vous demande pas de calculer. Alors, si elle n'apparaît pas dans votre équation, vous ne la connaissez pas, on ne vous demande pas de la calculer, tant mieux. Ça vous indique quelle équation vous devriez prendre. Alors, les problèmes de cinématique de translation se font en une dimension. Donc, une dimension parce que vous avez, un petit peu comme sur l'axe des X, donc une dimension, vous avez deux directions possibles sur un axe des X. Bien, en rotation, vous avez seulement deux directions possibles. Donc, horaire ou anti-horaire. Donc, on n'a pas de variable X, de variable Y comme on aurait eu par exemple pour un projectile. On va également se limiter à des cas qui comportent un seul objet, alors qu'il y a d'autres problèmes de cinématique plus complexes en translation qui comportent deux objets. Donc ici, quand même, on reste avec un seul objet et c'est un problème qui est essentiellement en une seule dimension. Et allons-y avec un exemple. On va reprendre la même situation qu'on avait déjà analysée. Une roue au repos démarre et accélère à 2 radians par seconde carrée pendant 10 secondes. Ensuite, elle maintient sa vitesse constante pendant 60 secondes. Bien, nous, ce qu'on va vouloir trouver, c'est combien de tours fera la roue au total. Alors, on avait déjà identifié ces valeurs-là. Donc, on avait déjà identifié 3 événements. On avait identifié qu'on avait une position de départ nulle, une vitesse angulaire de départ nulle, des inconnus, plusieurs inconnus à calculer, et qu'on avait ici un intervalle de temps de 60 secondes entre les deux événements. Donc, nous, ce qu'on va chercher à calculer, c'est cet inconnu ici, donc le nombre de tours effectués au total. Évidemment, je ne peux pas relier E0 et E2 par une équation parce que vous voyez que mes accélérations ne sont pas constantes sur cet intervalle-là. Donc, je vais devoir commencer à relier ceux-là. Donc, une des premières étapes que je pourrais faire, ce serait calcul de θ1. Donc, ceci. Voyons voir nos équations. Donc, j'ai 4 choix. Laquelle je pourrais choisir? Bien, on connaît le temps, on connaît l'accélération, je connais les valeurs de départ, je ne connais pas la vitesse oméga 1, donc on va prendre l'équation de la position. Celle-là ici, parce que la variable absente, c'est oméga 1.
Donc, mon équation de la position que je réécris ici donne ceci. Je remplace par les valeurs. Donc, là, c'est pas bien compliqué. Θ 0 égale 0, oméga 0 égale 0. Il me reste juste une demi fois alpha fois t au carré. Donc, il me reste 100 radians. Donc, θ1, 100 radians. On va trouver oméga 1, parce que je vous rappelle que pour trouver ceci, j'ai besoin de connaître mes informations fort probablement à cet événement-là. Donc, j'ai l'intervalle de temps. L'intervalle de temps est connu. Je ne connais pas la vitesse finale. Oups, attendez un petit peu. Pour trouver cette valeur-là ici, c'est ça qu'on cherche. Donc, calcul de oméga 1. Donc, prenons tout simplement l'équation de la vitesse. OK? Donc, qui est celle-là ici. J'aurais pu prendre n'importe laquelle, mais dans ce cas-là, prenons la plus simple. Alors, 0 plus 2 fois alpha fois t. Donc, ça me donne une vitesse angulaire de 20 radians par seconde. D'accord? Donc, j'ai le choix parmi les 4 équations, mais tant qu'à choisir, prenons la plus simple. D'autant plus que je n'utilise pas la valeur que je viens juste de calculer. Fait que ça réduit mon risque d'erreur. Donc, oméga 1, c'est 20. Évidemment, ici, j'ai la même chose. D'accord? J'ai mis oméga 1, mais j'aurais pu mettre oméga 2. C'est pas grave. La vitesse est constante, 20 radians par seconde tout le temps. Et là, il me reste ma dernière inconnue à calculer. Donc là, j'ai le choix des équations. Calcul de θ2. Ben, moi, j'ai choisi celle-là encore une fois, l'équation de la position. OK? Donc, allons-y avec ça. Alors, θ2, donc θ1, c'est 100. Oméga 1 fois t. Donc, oméga 1, c'est 20. Le temps, c'est 60. Alors, rappelez-vous que dans mon équation, c'est l'intervalle de temps que je dois utiliser. Donc, il s'écoule 60 secondes entre les deux événements parce qu'il maintient sa vitesse constante pendant 60 secondes. Évidemment, l'accélération étant nulle entre les deux événements, le dernier terme tombe à 0. Donc, on a 220 radians pour la position angulaire à l'événement 2. Je vous rappelle que la question, c'est combien de tours fera la roue au total. Donc, j'ai besoin de convertir mon nombre de radians en nombre de tours. Et ce que je vais utiliser, donc mon 220 radians, je vais utiliser une règle de 3. Voyez-vous, donc on se rappelle que c'est une proportion. Là. Pour un tour, j'ai 2 pieds radians. Donc, 220 radians, j'ai combien de tours? Donc, je fais une règle de 3. J'isole le n. Donc, 220 radians divisé par 2 pi radians par tour. Et on obtient 35 tours pour le nombre total de tours qu'aura fait la roue. Donc, c'est comme ça qu'on résout un problème de cinématique de rotation, très similaire à de la cinématique de translation. Les équations très similaires aussi, mais surtout la méthode à utiliser. Donc, identifier les inconnus, identifier les événements reliés par des équations, c'est pratiquement la même aussi.